Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour donc cet échange qui est enregistré dimanche à la suite de l'émission au cours de laquelle nous avons essayé d'éclairer certains aspects de l'actualité, notamment de l'actualité liée aux élections législatives. Nous, c'est-à-dire Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, David Jayes, haut fonctionnaire et essayiste, Lucille Schmidt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du groupe Ringier, absolument, du groupe Ringier, il y a un truc qui me manque. Donc nous sommes donc avec le public qui est venu nous entendre et avec qui nous allons maintenant échanger sur cette actualité et a sagement levé le doigt dans le public Madame Roselyne Bachelot, qui est une amie de cette émission de longue date. Roselyne, la question est pour vous. Le micro vous arrive pour qu'on puisse... voilà. Merci Philippe, merci à tous. Quitter le gouvernement a au moins un avantage, c'est de retrouver l'esprit, le nouvel esprit public en public. Et c'est quand même... Rien que pour ça, ça vaut le coup. Nous allons faire passer le message aux autres membres du gouvernement. On leur fera une petite place. J'ai trouvé ce débat très intéressant, mais comme d'habitude, je suis aussi très intéressée dans l'analyse d'un phénomène politique sur un certain nombre, sinon de signaux faibles, mais du moins de signaux latéraux qu'il conviendrait de suivre. Le premier signal faible, c'est l'arrivée quand même à l'Assemblée nationale d'un certain nombre de personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, des femmes de ménage, des agents de service. D'habitude, il y a un ou deux éléments qu'on montre comme des hochets. Là, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Et je trouve qu'il sera extrêmement intéressant de voir comment ces personnalités vont évoluer dans l'institution. Est-ce qu'elles vont changer l'institution ou est-ce que l'institution va les changer? Est-ce qu'il y a une possibilité de renouveau démocratique à partir de personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir? Le deuxième élément latéral, c'est ce qui est en train de se passer dans les cérémonies de remise de diplômes dans les grandes écoles, qui forment cette aristocratie dans laquelle on puise les personnalités politiques. Ce qui s'est passé à HEC, ce qui s'est passé à Polytechnique, ce qui s'est passé à l'agro, avec des gens qui refusent le système économique et le système politique. C'est quelque chose qu'il faut suivre de très près. Est-ce que ces personnes vont revenir dans le rang après avoir été, passé quelques mois dans une ZAD ou dans une ferme de permaculture? Là, si vraiment ces processus vont à leur terme, il y a un changement dans la vie démocratique qui est tout à fait considérable. Ça, ce sont sur les signaux faibles. Le deuxième volet de ce que je voulais signaler, c'est quand même la disparition d'un certain nombre de sujets tout à fait majeurs du débat. L'Ukraine, par exemple, a quasiment disparu du débat électoral, comme si c'était une gêne, et le voyage du président de la République, le déplacement à Kiev 48 heures avant le deuxième tour, est apparu comme une simple opération de communication politique, alors que ça posait des problèmes de fond, en particulier des problèmes économiques, mais aussi des problèmes politiques, de vouloir intégrer un des pays les plus corrompus du monde dans l'Union européenne. Bon, tout ça a disparu du paysage politique comme si c'était gênant, comme si on se refusait à voir la réalité. Le deuxième volet de cet aveuglement, c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec la décision de la Cour suprême des États-Unis. Moi, je pense que nous sommes, dans nos démocraties, devant un risque réactionnaire au sens propre du terme, qui, d'une certaine façon, est mis en évidence par les 90 députés du Rassemblement national, et que cette dérive réactionnaire n'est pas analysée à sa juste mesure et dans les risques qu'elle cause, qu'elle
provoquera chez les démocraties. On a tendance à dire « mais tout ça, c'est pas chez nous, ça ne se passera pas ». Et donc, ces deux volets, les faits sociétaux et les faits d'aveuglement, méritent qu'on revisite l'analyse que l'on a faite de ces élections législatives. Si vous permettez juste un mot en marge de ce que vous venez de dire à propos des élèves de l'école polytechnique et des élèves de l'école de Sciences Po qui, au cours de la remise de diplômes, se sont, notamment à Polytechnique, de manière tout à fait nette, ont voulu se dissocier d'un certain nombre de grandes industries qu'elles considèrent comme étant non pas des solutions, mais des industries qui font partie du problème. L'un des défauts et peut-être l'une des choses les plus exaspérantes dans le journalisme, c'est que les journalistes se considèrent comme plus importants que le sujet qu'ils traitent. Et j'ai lu à propos de cette manifestation des élèves de l'école polytechnique, j'ai lu un article dans lequel les faits sont rapportés, et à la fin, les journalistes qui écrivent ce papier, pour montrer que quand même, l'école polytechnique, il ne faut pas croire qu'eux, ils vont se laisser bluffer par ce mouvement, écrivent qu'à la fin, l'ensemble des élèves qui sont là entonnent l'ode à Vanneau, qui est l'hymne de l'école polytechnique, et les journalistes concluent « l'esprit de corps, quand même, reprend le dessus ». C'est une sottise. L'ode à Vanneau, c'est l'ode à Louis Vanneau, qui est précisément un polytechnicien qui est le symbole de la révolte, c'est-à-dire quelqu'un qui, en 1830, est monté sur les barricades, avec d'ailleurs d'autres polytechniciens, qui a rendu les polytechniciens fort populaires, contrairement aux énarques, dans les classes populaires pendant très longtemps, c'est-à-dire précisément chanter l'ode à Vanneau après avoir prêché une forme, sinon de révolte, mais au moins de refus, et précisément ce qui est tout à fait en consonance. Donc voilà, cet exemple de la manière dont les journalistes qui ont si facilement la capacité de traiter les autres d'arrogants se mettent le doigt dans l'œil. Usque ad homoplatum, comme on disait du temps de Cicéron, m'a paru mériter d'être même marginalement signalé. David James. Oui, moi je vais faire du cherry picking. Je vais prendre 2 des 4 remarques de Roselyne. La première, c'est effectivement le phénomène de révolte de ces étudiants des grandes écoles. C'est quelque chose effectivement d'extrêmement intéressant parce que il faut bien comprendre que les élèves qui sortent de ces écoles, ils appartiennent au top 1% de la société. Donc c'est théoriquement les grands gagnants de la société industrielle telle qu'elle s'est constituée dans l'après-guerre avec ses écoles d'excellence, etc. Donc si on a une révolte aussi massive et un effet de contagion que moi je vois, parce que c'est des gens qui ont à peu près 10 ans de moins que moi, 10-15 ans de moins que moi, c'est quelque chose qui est très profond dans la société. Et c'est quelque chose qui est très dangereux parce que, pas tant la révolte des jeunes, parce que moi je la comprends, mais c'est qu'on est sur une ligne de crête. C'est-à-dire que je comprends parfaitement l'exaspération de cette génération et de la mienne face à l'inertie totale face au changement climatique. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a un réchauffement climatique. C'est des modèles mathématiques du MIT qui en 1972 l'ont établi pour la première fois, et en réalité, la transition énergétique n'a pas commencé. Ou si peu, cosmétique. Alors, je ne blâme pas telle ou telle personne, parce que c'est l'inertie d'un système, c'est l'inertie de la société industrielle et de ses infrastructures. Et à la décharge de ceux qui gouvernent, c'est très difficile, en fait, de gouverner la transition. Je pense même qu'on est face à un art de gouverner qui est totalement inédit et qu'il faut inventer, qui est aussi important que la souveraineté à la fin du Moyen-Âge ou ce que Foucault appelait la gouvernementalité à partir du XVIIIe siècle. Et donc là, on a une ligne de crête parce que ces jeunes qui sont l'élite de la société, je comprends parfaitement leur exaspération et je la partage. Et en même temps, cette tentation de se retirer complètement du système, c'est-à-dire de se construire sa cabane, son refuge, sa petite exploitation de permaculture, ne va pas aider justement à faire bifurquer le système de manière globale. Parce qu'une addition de colibris ne fait pas une bifurcation globale. Et donc là, je vois un élément de risque extrêmement important. Donc il faut que la société arrive à proposer à ces jeunes des positions, des jobs, des choses qui ont du sens, mais qui en même temps ont une ambition systémique. Lucille Schmid. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça ne se réduit pas aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein des institutions, le Haut Conseil pour le climat, créé par Emmanuel Macron en 2018, est dirigé
par une climatologue très, très déterminée, Corinne Lequéré, et a rendu des rapports extrêmement critiques sur les politiques du gouvernement, et que par ailleurs les procès climatiques à l'égard de l'État ont démontré que, en fait, ce qui se passe dans les écoles correspond aujourd'hui à une sorte de résonance à l'intérieur même des institutions. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que par rapport à ce que vient de dire David, il n'y a pas seulement la réaction, il y a aussi l'envie de transformer l'institution elle-même. C'est-à-dire que ces étudiants demandent une évolution du corpus de cours. Moi, j'ai vu des étudiants à HEC qui m'ont dit « Nous, on en a marre qu'on nous enseigne la finance, l'économie, d'une manière qui ne correspond pas aux urgences qui sont aujourd'hui celles sur le plan climatique. » Donc, il y a un affrontement de principes de réalité, si je puis dire, parce qu'au fond, ces jeunes disent « C'est nous qui représentons la réalité telle qu'elle arrive ». La deuxième chose essentielle, c'est que du coup, il faut trouver un nouvel esprit des institutions. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter d'être ministre comme on l'était, de dire que parce qu'on dirige, on a raison. Et dans ce cadre, la question qui est posée à Emmanuel Macron, à son gouvernement, parce qu'on voit entre nous que tout le monde se réclame de l'écologie. Alors il y a une sorte de choc des discours sur l'écologie, mais sans imaginer comment il faut transformer les institutions de façon à agir. Et c'est en ce sens que ces jeunes, peut-être, n'ont pas été votés parce qu'ils considéraient qu'au fond, la démocratie ou la vie démocratique qu'on leur propose ne correspond pas à une vie démocratique dans la temporalité de ce qu'ils vont vivre. Et en ce sens, moi, je trouve que ce que vous dites, Roselyne Bachelot, est évident, mais qu'ils n'ont pas l'envie d'être seulement de faire des ZAD ou des cabanes, David. Ils ont envie de transformer profondément les choses, mais ils cherchent les moyens d'y parvenir. Non, je dis juste que c'est un risque. Par exemple, le discours à AgroParisTech était assez radical de ce point de vue. Oui, mais c'est parce que c'est une interpellation dans le cadre d'un événement, alors qu'en fait, il y a une interpellation souterraine sur le contenu des cours, par exemple. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur la première question que pose Roselyne Bachelot, c'est-à-dire le renouvellement, je crois qu'il y a un renouvellement certainement très fort, d'abord générationnel. Je pense qu'on va voir au Parlement, à l'Assemblée nationale, arriver des gens qui raisonnent dans des termes très profondément différents des miens. Par exemple, je suis à l'autre bout, moi, je rate de peu le doyenat. En revanche, je ne suis pas très très convaincu de la transformation sociale. D'abord parce qu'il apparaît bien que LFI est plutôt, comme vous l'avez dit, les uns et les autres, portés par des gens d'un assez haut niveau intellectuel et haut niveau de formation. La classe ouvrière est totalement absente. Elle l'est d'ailleurs depuis l'effondrement du Parti communiste. Alors, on pourra dire avec Gérard Noiriel que, effectivement, la classe ouvrière est absente parce qu'il n'y a plus d'ouvriers dans la classe, mais il y en a beaucoup moins. Mais elle est quand même très, très absente. Et les femmes de ménage, là, je crois on relève vraiment de la présentation de quelqu'un qui exerce une fonction d'affichage plus que d'une véritable représentation, ouverture aux classes populaires. Évidemment, il y a sans doute des gens, comme on dit, de la diversité, qui seront porteurs d'expériences personnelles, politiques, etc., intéressantes. Mais je crois globalement que c'est assez limité, que c'est plutôt, ce à quoi nous assistons, c'est plutôt une mutation, un désarroi des classes dirigeantes. Alors sur la question que je crois également très importante qui a été posée par Roselyne Bachelot, et on aurait pu y faire allusion nous-mêmes, on a été insuffisant sur ce plan-là, sur l'agro, etc. Moi, je suis très partagé. Je comprends très bien la réprobation morale de gens qui disent « bon, on ne va pas travailler pour Monsanto ». On comprend très bien qu'on n'ait pas envie de travailler pour Monsanto. Mais ce qui me frappe aussi, c'est quand même l'absence et là on rentre dans le discours, l'analyse de Gérald Bronner, l'absence de mise en perspective, de conscience politique. La politique, c'est quand même quelque chose qui consiste à inventer des priorités, à définir des priorités, à hiérarchiser, à organiser des solidarités, des alliances. Ça implique des partis politiques, ça implique tout un ensemble de choses qui sont massivement récusées, pas seulement par ces jeunes gens, mais par l'ensemble d'un grand nombre de nos concitoyens, et notamment des jeunes qui sont plutôt sur « on n'en veut plus, on veut autre chose », on ne sait pas exactement quoi, et on ne prend pas les moyens de cela. L'apocalypse cognitive
de Bronner, elle s'applique à la politique. Et moi, c'est pour ça que je suis désespéré de voir le mépris des partis politiques. Je crois que les partis... On est en train de vivre ce qu'une société... Là, le général avait tort. On est en train de vivre les conséquences d'une société qui ignore les partis politiques, qui n'a que des individualités, qui se promènent ici et là. On trouve par exemple que la démission de M. Hulot est un modèle démocratique. Je suis désolé, quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose quand il était là, qui travaillait peu, qui n'a jamais très bien dit ce qu'il voulait, qui au cours d'une émission dit je laisse tomber, c'est pas un modèle. Peut-être que c'est un drame personnel, j'en sais rien, mais c'est pas un modèle. Donc je suis quand même très frappé de l'extrême difficulté par rapport à ma génération. Moi, j'ai pas été dans le camp socialiste. J'étais comme Roselyne Bachelot, gaulliste, j'étais chabaniste pour être précis, avant d'être barriste et giscardien. Mais j'ai bien vu à quel point la génération de et c'est pas fini, qui accompagnait les socialistes, les gens de mon âge qui ont voté, qui ont choisi la gauche. Moi, j'ai pas choisi la gauche. J'avais beaucoup d'admiration pour Mitterrand. Je voyais bien, j'ai pas choisi la gauche parce que je pouvais pas cautionner le programme commun de gouvernement. De même que je pouvais pas cautionner le programme de la NUPES. Moi, 2 et 2 font 4, je suis un peu con et c'est comme ça. Bon. Mais j'ai quand même vu toute une génération se lever, s'organiser, certainement bricoler des programmes un peu absurdes comme le programme commun, mais avec quand même l'arrière-pensée d'une volonté collective de relève qui était... Alors, quand je lis ce que disent tous ces garçons et ces filles en rupture de banc, je ne perçois pas l'alternative, et donc ça m'inquiète. Je vois plutôt un élément de délitement supplémentaire, mais grave. Là où je suis d'accord avec Roselyne Bachelot. Il y a une question dans le public ici. Madame, attendez une seconde, s'il vous plaît, on va vous passer un micro. Merci beaucoup. Voilà. Comme Madame Bachelot l'a dit, on avait oublié l'Ukraine, mais est-ce qu'on n'a pas oublié la Chine ? Personne ne parle de ce qui s'est passé à Shanghai, où 25 millions de gens ont été dans un confinement absolument atroce. Hein. On a des exemples de ce qui s'est passé. On a enfermé les gens. C'est aussi un exemple peut-être de ce qui va se passer, parce que Xi Jinping, bientôt, vous connaissez l'histoire. Et c'est d'ailleurs quelqu'un que vous aviez invité, qui s'appelle le sinologue Jean-Philippe Béja, qui a parlé de ce qui est en train de se passer en Chine. À Shanghai, ça s'ouvre à peine. 20 millions ou 25 millions de gens ont été confinés dans des circonstances épouvantables. Moi, j'ai vu des petits films. Bon, alors, personne n'en parle. Et il y a 1,5 milliard de gens qui sont dans des circonstances épouvantables. Qu'est-ce que ça dit sur ce genre de pays ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, sur ce que disent les élections législatives françaises de la situation en Chine, là, ça me paraît extrêmement compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les thèmes internationaux, y compris l'Ukraine, beaucoup plus proche que la Chine, il faut bien le reconnaître, ont été très peu évoqués. Le camp présidentiel, Emmanuel Macron, a tenté de le faire, mais en parlant de la soumission des candidats à la Russie, et visiblement, ça a quand même eu peu d'impact. En tout cas, ça n'a pas empêché le Rassemblement national, présumé le plus proche de Vladimir Poutine en raison de ses liens financiers, ça ne l'a pas empêché d'amener à l'Assemblée nationale 89 députés. En revanche, moi, une chose qui me paraît claire, c'est que une partie de l'électorat français qui vote, je rajoute qui vote parce que les abstentionnistes, ils n'ont pas voté, mais une partie de cet électorat français aimerait bien ignorer ce qui se passe dans le monde. Il y a une vraie tentation d'un isolationnisme politique avec, effectivement, et là, moi, je suis absolument d'accord avec Jean-Louis Bourlange, avec un robinet des dépenses publiques qui est ouvert, puisque l'argent tombe du ciel en France, tout le monde l'a compris, c'est la première chose que vous apprenez quand vous êtes correspondant étranger dans ce pays. Donc, il y a une vraie tentation d'un isolationnisme français. La difficulté, c'est que c'est impossible. Même les États-Unis, qui pourtant dans leur histoire s'y sont essayés et qui ont peut-être plus les moyens, n'y parviennent pas. Donc cette tentation d'une France isolée, recroquevillée, protégée des aléas internationaux par des solutions, disons, discutables, ça, elle me paraît très présente. Il y a moi, je le vois au fil des reportages que je fais. Je l'ai vu lorsque j'ai écrit le livre que j'ai fait autour de la ligne de démarcation, donc la France contre elle-même. Une bonne partie des Français ne veulent, pardonnez-moi l'expression, pas qu'on les emmerde avec les problèmes du monde. Monsieur.
Oui, merci de me donner la parole. Tout ça est fort intéressant, mais peut-être un peu tourné vers le passé. J'entends depuis des décennies l'abstention monte, l'écologie, va falloir faire quelque chose. Peut-être serait-il temps, justement parce que le monde change, que notre classe politique change et que les choses changent. Je n'ai pas entendu parler de sixième République, même si j'y mets pas la connotation que certains peuvent y mettre, d'assemblée qui pourrait redéfinir nos options d'après-guerre. À force de les replâtrer, elles sont en train de s'affaisser. L'hôpital s'affaisse, les prisons, l'école sont en ruine, les territoires ne signifient plus rien. Peut-être serait-il temps de rebattre les cartes. Et vous disiez tout à l'heure, Monsieur Bourlange, il faudra faire des efforts. Peut-être commençons à demander à nos politiques, à nos représentants d'en faire, et surtout de voir comment on redistribue la richesse. Oui, il y a des efforts à faire, mais ce que constatent les gens, c'est que les profits de certains ne cessent de s'augmenter quand leur vie au quotidien se désagrège. Peut-être faut-il aussi... la croissance, elle est peut-être faible, mais elle produit des richesses tous les ans. Comment les distribuons-nous? Voilà un nouveau sujet qui intéresse peut-être mes enfants et mes petits-enfants. Merci de votre réponse. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que ce n'est pas un nouveau sujet. Et je pense que les augmentations de pouvoir d'achat, bien sûr, je comprends très très bien la situation dans laquelle on est actuellement du fait de l'inflation. Je comprends d'autant plus la situation du fait de la mutation, transition climatique, qui impliquera des efforts considérables et qui, effectivement, vont pénaliser d'abord les titulaires de faibles revenus. Ça, je vois tout à fait ça, mais jusqu'à présent, la croissance du pouvoir d'achat a été à l'ordre du jour au cours des dernières années. Et de toute manière, ça impliquerait ce que vous dites. Moi, j'ai été sensible. J'ai proposé dans mes travaux, ma profession de foi, j'ai proposé un truc que peu de gens ont compris. J'ai repris l'idée, en l'ayant aménagée, du revenu universel. Pas celle de Hamon, qui était complètement fausse, mais celle qui était très dangereuse, qui était mal fichue, mais celle de Gaspard Koenig. En disant, l'idée était simple. C'est effectivement, prenons la transition énergétique, ça va pénaliser les revenus les plus faibles. Si vous commencez à financer durablement tout le monde avec de l'argent public, vous accroissez les déficits, vous ne résolvez rien. Donc il faut accepter l'idée que les aides seront concentrées sur les gens qui en ont le plus besoin, les gens qui effectivement sont obligés de se servir de leur voiture, etc. Bon, il faut prendre un critère simple, c'est les bas revenus, c'est tout. Et on propose un système simple qui est de créer une allocation forfaitaire. Alors le montant, c'est à définir, ça dépend ce que vous voulez faire comme effort, de 100 euros, 1000 euros par an. Vous le donnez à tout le monde, depuis le président Arnault jusqu'à tous les SDF, et vous le faites financer par un prélèvement proportionnel intégral, c'est-à-dire une augmentation dédiée de la CSG. Donc d'un côté, vous avez une allocation forfaitaire qui bénéficie, évidemment, qui est forte pour les gens qui ont peu de revenus, et elle est financée par... Alors, M. Arnault paiera 200 fois, 300 fois l'argent qu'il recevra. Ça a un avantage, c'est que ça ne comporte aucun effet de seuil, et ça ne pénalise pas l'emploi. Mais c'est un truc qui ne marche pas auprès des gens, parce que ça implique un effort de solidarité, un effort de redistribution. Ce n'est pas actuellement ce que les gens veulent. Et moi, j'ai pas eu beaucoup de succès avec cette idée. Je dis pas, je l'ai présenté d'une façon extrêmement prudente, en disant que j'étais prêt à faire une proposition de loi, à y réfléchir, à négocier avec les forces syndicales, etc. Mais je crois que là, il faut pas se tromper. Il n'y a pas du tout de volonté d'une redéfinition précise. La réduction des inégalités, elle est d'ailleurs très forte actuellement. Je comprends les gens. On n'est pas du tout dans un système injuste, mais on doit faire globalement des efforts. Et si on fait des efforts nouveaux, il faut effectivement qu'ils soient relativement plus légers, même beaucoup plus légers, sur les titulaires de revenus faibles. Bon, ben ça, c'est pas une idée qui passe la route actuellement. David Jays. Vous avez parlé de quelque chose de très important,
qui est à mon avis le nœud du problème en France. C'est effectivement, ça fait 20 ans qu'on a le sentiment que l'école, ça se détériore. Ça fait 20 ans qu'on a le sentiment que la santé, ça se détériore. Ça fait 20 ans qu'on pointe le problème écologique et qu'on fait pas grand-chose. Et il y a un député qui a perdu aux élections législatives et qui, à mon avis, dont je regrette beaucoup la défaite parce que c'était une voix vraiment très singulière et très intéressante, même si je ne suis pas de son bord politique, c'est François Cornu-Gentil. Et il a écrit un livre dans lequel il disait un des vices majeurs de la politique en France, c'est notre incapacité à poser des diagnostics approfondis, radicaux au sens d'allant à la racine sur les choses. Et donc le débat public reste cantonné à soit des postures morales ou des indignations, soit des échanges de banalités très superficielles. Par exemple, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite, ou au contraire, il faut, pour régler les problèmes dans l'école, il faut embaucher plus d'enseignants et il faut augmenter les salaires des infirmières. Tout ça est probablement vrai, pris isolément. Mais ça ne permet pas de faire un diagnostic approfondi sur ce qui dysfonctionne dans nos organisations. Et nous n'avons pas aujourd'hui, dans notre infrastructure politique, la capacité à poser des diagnostics lucides sur ces choses, ce qui explique, me semble-t-il, l'assez grande pauvreté de l'action publique. Lucille Schmitt. Oui, moi, il me semble que ce que vous dites reflète cette question de principe de réalité dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a un principe de réalité au nom du passé. Et il y a aussi aujourd'hui le fait qu'il faut tenir compte du principe de réalité au nom de ce qui s'annonce en termes d'incertitude, de futur sur l'écologie, d'incertitude aussi géopolitique du monde. À partir de là, la question qui est posée, c'est quand même l'articulation entre une vision économique et un projet politique, et notamment la réallocation des ressources. C'est-à-dire que ce que vous posez comme question, c'est au fond l'enjeu de la justice sociale versus un projet de transformation. Aujourd'hui, lorsque Jean-Louis nous dit que les gens ne veulent pas de ci ou ça, je crois qu'effectivement, beaucoup ont peur d'y perdre par rapport à la transformation et au changement, alors même que si on articulait ça à une question de justice sociale et de lutte contre les inégalités, et c'est là que la question sociale, à mon sens, a été au cœur aussi de ces élections législatives, même si on ne le dit pas assez, puisque, comme ça a été rappelé par l'un d'entre nous, Marine Le Pen est devenue notre assistante sociale nationale, et que d'ailleurs, du côté de la représentation, je pense que peut-être du côté des lepénistes, ils ont réussi quelque part à montrer que eux, ils représentaient mieux la société qu'un certain nombre d'autres partis politiques, ce que je regrette profondément. Et donc, à partir de là, comment est-ce que cet enjeu de justice sociale, nous l'affrontons collectivement et nous ne nous contentons pas de donner des soutiens à l'achat d'une voiture électrique, à l'achat d'une nouvelle chaudière, etc. Comment c'est quelque chose qui est affronté en termes de redistribution et d'allocation aussi des ressources. Quand j'entends Jean-Louis nous parler de croissance, du fait qu'il faut augmenter aussi, évidemment, la défense, etc., il y a des choix à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Et cette question d'allocation des ressources décidée collectivement comme un nouveau contrat social me semble être déterminante pour lancer le projet politique qui est repoussé depuis 20 ans parce qu'en fait, on fait des rustines économiques et financières. Une question qui semble devoir être la dernière, Monsieur Lahaut. Oui, je voudrais revenir sur le sujet tabou qui a été abordé dans vos conversations de l'âge de départ à la retraite. Comment se fait-il, à votre avis, que aucune proposition ne soit faite sur non pas un âge de départ à la retraite, mais un allongement de la cotisation? Parce que ceci aurait, à mon avis, le double avantage, d'une part, de permettre à ce que les métiers qui commencent le plus tôt dans la vie, eh bien, puissent partir, et qui sont souvent les plus éreintants, puissent partir à la retraite plus jeunes que ceux qui commencent à travailler à 26 ans, et d'autre part, ça permettrait de tenir compte d'un certain nombre de cas particuliers liés à la naissance des enfants, à je ne sais quelle sorte de handicap, etc., qui permettrait de donner des années gratuites ou des mois gratuits donc à ceux qui qui pourraient bénéficier de ces avantages. Et à ce moment-là, le problème du départ avec une espèce d'âge qui est symbolique disparaîtrait de fait. Jean-Louis Bourlanges qui a souligné tout à l'heure lui-même son âge, mais il ne faut pas se décourager, il ne sera pas doyen cette fois-ci, mais je me souviens que Marcel Dassault, qui avait été 2 fois doyen de l'Assemblée nationale après ses élections, notamment, je crois qu'il en avait 93 ans, et une consoeur un peu insolente lui avait dit « Mais enfin, monsieur Dassault, vous comptez vous présenter jusqu'à quel âge ?» Et Dassault, avec sa voix de nez, avait répondu « Mademoiselle, je compte être député jusqu'à ma mort, et après j'irai au Sénat. » Jean-Louis. Non, vous avez raison de dire que c'est une alternative
tout à fait imaginable à la fixation d'un âge légal de départ à la retraite. C'est d'ailleurs, mais c'est pas nouveau en revanche. On l'a déjà fait et on peut le refaire et c'est tout à fait sur la table. Le problème de la tabouisation, c'est que ça voudrait simplement dire que non, il fallait pas travailler plus, mais l'idée, moi c'est ce que j'ai défendu dans ma profession de foi, c'est l'idée qu'il fallait avoir une négociation globale sur le travail des seniors, des sexagénaires, pour dire les choses. Il fallait avoir une négociation globale comprenant valorisant l'apport spécifique de ces personnes expérimentées dans la transmission des connaissances, diminuant peut-être un peu leur travail, améliorant, comme on l'a beaucoup fait en Allemagne, l'ergonomie au travail de manière à réduire la pénibilité, négocier la pénibilité de façon intelligente. Enfin, il y avait des tas de choses. Mais il y a une chose que je crois très significative, c'est qu'il y a quelqu'un qui portait cette idée jusqu'à ces derniers jours, c'est M. Berger, le patron de la CFDT. Eh bien, M. Berger s'est fait rattraper par sa centrale qui lui a dit « on ne veut pas en entendre parler non plus ». Nous sommes dans une phase de radicalisation des luttes, des interdits, etc. C'est extrêmement difficile. Je crois véritablement qu'on a une société qui se cabre pour des raisons qui s'expliquent, pour des raisons... Il ne s'agit pas de moraliser, de dire ils ont tort, etc. Mais on est en face d'une société qui se cabre. Et mon interrogation, c'est de savoir comment le dialogue parlementaire, que j'appelle de mes vœux, et mon groupe appelle ce dialogue de ses vœux, comment ce dialogue parlementaire peut aider la société à se décrisper et ne peut éviter de conduire à une surenchère partagée de toutes les revendications. Je regarde l'avenir avec pas tellement d'appréhension, mais une certaine perplexité. C'est sur cette perplexité que nous allons nous quitter en remerciant une nouvelle fois Christian Sory et l'école alsacienne et en remerciant évidemment le public qui a participé à cet enregistrement.